Bonjour, nous voici dans le chapitre 3 de ce cours de formation à l'esprit critique, un chapitre consacré à l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle. Donc, chapitre 3 qui suit les deux premiers chapitres. Premier chapitre qui était sur la logique, le deuxième chapitre sur le dépassement des biais, et maintenant le chapitre 3 sur l'honnêteté intellectuelle. Alors, on a une petite citation ici. Celui qui dit la vérité, il dit je dis la vérité, et celui qui ment dit je dis la vérité. Cette petite citation pour dire que c'est pas toujours très facile de distinguer une personne qui ment d'une personne qui dit la vérité, parce que au final, les deux vont dire parfois exactement la même chose. Alors ici, de quoi parle-t-on quand on parle d'honnêteté intellectuelle? On parle du moyen le plus efficace de communiquer dans le but de dépasser le biais de l'observateur isolé et statique, biais que nous avons vu dans le chapitre sur le dépassement des biais, le chapitre 2. Nous allons revoir en détail cette notion. Alors, ce qu'il faut comprendre, ici, revenons aux fondamentaux de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est une recherche méthodologique de la vérité. Il ne s'agit pas du tout, quand on parle d'honnêteté ici, d'avoir un jugement de valeur, de dire c'est bien d'être honnête, c'est mal d'être malhonnête, c'est bien de dire la vérité, c'est mal de mentir. Ici, il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. La question c'est est-ce que c'est utile dans la recherche de la vérité ou est-ce que c'est néfaste à la recherche de la vérité? C'est ce point de vue qui est le point de vue de l'esprit critique. Donc il n'y a pas de jugement de valeur sur honnête, malhonnête. Alors revoyons un petit peu ce qu'est le biais de l'observateur isolé et statique. Imaginons, on a déjà vu cette situation, que on a 4 observateurs qui observent le même objet. Ces observateurs sont statiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer autour de l'objet, ils ne voient qu'une seule facette de l'objet. L'observateur 1, il voit une sorte de disque, l'observateur 2, il voit un rectangle, l'observateur 3 et 4, il voit quelque chose qui laisse suggérer que c'est un cylindre. Imaginez-vous que vous êtes dans la peau de l'observateur numéro 2. Pour vous, peut-être que l'objet, c'est un cylindre, mais peut-être aussi que c'est un parallélépipède, peut-être c'est une brique. Vous ne voyez pas du tout l'aspect rond de l'objet, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Maintenant, si vous n'êtes plus isolé et que vous pouvez communiquer avec l'observateur 1 ou avec l'observateur 3, eh bien, ils vont pouvoir vous fournir des informations qui vont compléter les informations que vous avez qui viennent de l'observation que vous pouvez faire de votre point de vue. D'accord? Mais maintenant, si ces informations-là, elles ne sont pas correctes, alors, si par exemple l'observateur 1, il vous dit non, moi je vois plutôt un carré, et que l'observateur 2, il dit moi je sais pas trop ce que je vois, et l'observateur 4 il vous dit de toute façon moi j'ai pas envie de communiquer avec toi. Eh bien, si vous avez des problèmes de communication, alors vous ne pouvez pas dépasser le biais de l'observateur isolé et statique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ne plus être isolé, vous restez isolé puisque les informations qui vous arrivent des autres observateurs, elles sont erronées. Alors vous allez dire, bon, ce qu'on pourrait faire, c'est toujours se déplacer par rapport à l'objet et donc ne plus être statique. Comme ça, on pourrait faire nous-mêmes les observations, mais il s'avère que dans la plupart des situations, il est très coûteux de ne plus être statique. C'est-à-dire, si je devais faire par exemple des observations à différents points du globe terrestre, je dois prendre un avion ou un bateau, me déplacer, et ça va être très compliqué. C'est beaucoup moins coûteux que d'avoir un moyen de communication. Donc ne plus être isolé, c'est beaucoup plus facile que de ne plus être statique. Parce que comme ça, on peut partager le travail d'observateur avec d'autres personnes. Mais le prix à payer, c'est que les informations qui parviennent des autres observateurs, elles peuvent être erronées. Donc l'honnêteté intellectuelle est justement le fait de transmettre correctement les données. Donc dans le cadre de l'esprit critique, l'honnêteté intellectuelle, ça n'est pas une valeur ou un code moral, Il n'y a pas de valeur et de code moral dans l'esprit critique.
c'est simplement un moyen de dépasser le biais de l'observateur isolé et statique en transmettant des informations correctes, des observations correctes. Alors, pour transmettre des informations correctes, il faut répondre à 3 points. Faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est, premier point, s'assurer que les observations que l'on fait sont les plus objectives possibles, c'est-à-dire qu'elles ont dépassé tous les biais qui consistent dans l'observation, tous les biais qu'on a vus dans le chapitre précédent, c'est-à-dire que, en fait, quelqu'un peut transmettre une information de bonne foi en disant bah voilà moi ce que j'ai vu, mais si lui-même a été trompé soit par une illusion d'optique, soit par un biais qui fait que son cerveau a mal interprété la réalité, et ben il va transmettre une information erronée. Deuxième point, c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est transmettre les observations fidèlement. C'est-à-dire, peut-être quelqu'un a bien observé, mais il vous ment, il ne vous donne pas l'observation telle qu'il l'a reçue. Et puis, troisième point qu'on pourrait oublier, c'est que c'est tout à fait possible que la personne, elle ne soit pas intéressée par la recherche qui vous intéresse. C'est-à-dire que la forme de savoir ce qui est en face, si c'est un cylindre, un cube ou quelque chose d'autre, peut-être que ça l'intéresse tout simplement pas. Et donc, cette personne, elle ne s'inscrit pas dans la recherche de la vérité à propos de la forme de cet objet. Peut-être tout simplement que ça ne l'intéresse pas. Alors, dans les trois cas où on va avoir quelqu'un qui transmet une observation subjective, c'est le cas par exemple d'un témoignage. Une personne dit bah moi ce soir-là j'ai bien vu dans le ciel il y avait une forme qui ressemblait à une soucoupe, blablabla, blablabla. C'est un témoignage. Son observation elle est subjective. Il rapporte fidèlement ce qu'il a vu, mais ce qu'il a vu ne correspond pas fidèlement à la réalité. Ou bien il peut déformer volontairement les informations. En fait, la personne a très bien vu que dans le ciel c'était un avion, mais il dit qu'il a vu une soucoupe. Ou bien, comme on l'a dit, troisième point, lui, il ne s'intéresse pas à l'étude de savoir si c'était une soucoupe, un avion ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, le principe d'équivalence, il dit que dans tous les cas, vous ne pouvez pas utiliser les informations qui viennent de cette personne. Alors, à propos de la notion de témoignage, donc un témoignage n'est pas une preuve, mais 1000 témoignages ne sont pas non plus une preuve. C'est pas parce qu'il y a plein d'informations, un grand nombre de personnes qui ont fait des observations subjectives que ça devient une observation objective. C'est la méthode d'observation qui compte, pas le nombre de témoignages, pas le nombre d'observations. Vous pouvez 1000 fois observer, avoir l'impression d'avoir vu une soucoupe. S'il y a 1000 personnes qui ont eu l'impression d'avoir vu une soucoupe, ça reste 1000 personnes qui ont eu l'impression. Ça reste 1000 observations subjectives. Et 1000 observations subjectives, ça vaut autant que 0 observation. Puisque ne comptent que les informations objectives. Donc c'était une question qu'on m'avait posée. Est-ce qu'il y a une différence entre 1000 témoignages et un témoignage? Il n'y a pas de différence. 1000 observations subjectives, ça ne vaudra toujours pas une observation objective. Alors on va illustrer un tout petit peu de façon cette méthode par rapport à la forme de la Terre. Donc il existe une théorie qui peut paraître farfelue à certains à propos de la forme de la Terre qui serait plate, donc représentée par le dessin de droite. Donc reprenons la méthodologie qu'on a vue dans les chapitres précédents. On a ici une situation, disons, de troisième niveau. Là, si on reprend le chapitre de la logique, le premier niveau, c'est le niveau des sciences formelles qui donnent des vérités absolues. Par exemple, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Ce sont des vérités qui sont sûres à 100%. Ensuite, on a un deuxième niveau où on a des vérités qui sont les vérités des sciences qui sont modélisées, c'est-à-dire des vérités qui ont un modèle qui est une science formelle et qui ont un grand nombre d'observations qui collent parfaitement avec une précision impressionnante à ce modèle. Ça, c'est le niveau 2, par exemple, c'est le niveau de la physique.
Et le niveau 3, c'est le niveau où on va utiliser éventuellement quelque chose de niveau 2 pour avoir des vérités qui seront un petit peu moins sûres que les vérités de niveau 2, qui elles-mêmes sont un peu moins sûres que les vérités de niveau 1. Donc on va procéder comme ça, on va s'intéresser à la théorie de la gravitation. La théorie de la gravitation, c'est une vérité de niveau 2, c'est-à-dire c'est de la physique. On a un champ d'observation qui est très bien déterminé, c'est les observations astronomiques, la chute des corps, les mesures de distance et de temps. On voit que cette théorie de la gravitation, elle s'inscrit dans le fait d'obtenir des informations, des observations objectives. Comment on fait pour avoir des informations objectives? Eh bien, tout simplement, on utilise des instruments, par exemple des instruments astronomiques comme des télescopes, des instruments de mesure de distance qui sont très précis. Ça peut être une règle, mais on peut mesurer des distances avec des lasers, avec tout un tas de méthodes qui sont développées pour améliorer notre capacité à mesurer des distances. Et pareil, pour mesurer le temps, on a des horloges atomiques, des horloges qui mesurent le temps de façon de plus en plus précise. Donc, on voit que toute cette théorie de la gravitation, elle est basée sur un champ d'observation où on a cherché à rendre ces observations les plus objectives possibles en développant un tas de matériel qui sert à rendre le plus objectif possible toutes ces observations, c'est-à-dire qu'elles vont être indépendantes de nos biais cognitifs. Quand on va mesurer une distance avec un laser, on va les mesurer, c'est la machine qui va mesurer. Et la machine, elle n'a pas de cerveau, elle ne fait pas d'erreur, elle ne confond pas les couleurs, elle ne mélange pas ses sens, elle mesure les distances. On a ce champ d'observation qui est lié avec un modèle qu'on peut considérer comme, disons, les équations de Newton ou celles d'Einstein. C'est la théorie de la gravitation. Donc les équations d'Einstein sont juste une petite amélioration des équations de Newton dans certains cas très particuliers, dans les cas où on a des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse ici. Et le niveau de confiance qu'on a dans la théorie de la gravitation, il est très élevé. Pourquoi il est très élevé? Parce que le modèle, il a prévu des tas de trucs. Il prévoit des éclipses, il prévoit des alignements de planètes, il prévoit la vitesse à laquelle va tomber un objet, mais le prévoit avec une précision incroyable. Et on a des instruments qui permettent de savoir où sont les planètes, les télescopes. On a des objets, on peut les mesurer très précisément leur poids avec des balances très précises. On peut savoir exactement mesurer le temps de façon très précise. Et les équations et les instruments de mesure très précis donnent les mêmes résultats. Et alors, elles donnent les mêmes résultats sur une infinité d'expériences, où on fait tomber des trucs, où on observe des trucs dans l'espace, etc. Donc on a un niveau de confiance qui est très élevé dans cette théorie de la gravitation. Et cette théorie de la gravitation, elle a une prédiction, c'est que sur une planète, les objets tombent tous vers un point unique qu'on appelle le centre de gravité de la planète. La théorie de la gravitation ne dit pas que la Terre est ronde ou qu'elle est plate, mais elle dit que, quelle que soit la forme d'une planète, si cette planète est suffisamment éloignée des autres objets célestes pour que la gravité induite par les autres objets soit négligeable, et ben, tous les objets vont être attirés vers le centre de gravité de la planète. Le centre de gravité de la planète, c'est un point. Donc on peut imaginer maintenant cette petite expérience avec un petit robot. Ce petit robot, ça peut être vous-même, hein. Vous allez faire l'expérience suivante. Donc pour une expérience, qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Revenons un petit peu sur ce que c'est qu'une expérience. Une expérience, c'est juste une observation qu'on va faire en suivant un certain protocole. Donc on va mettre la nature devant une situation qui va nous permettre de faire une certaine observation. Mais expérience, rappelez-vous que expérience, c'est un type particulier d'observation. C'est une observation contrôlée dans une certaine situation. Et ce qui contrôle la situation dans laquelle on fait une expérience, ça s'appelle le protocole. C'est ce qui dit qu'est-ce qu'on va faire dans l'expérience. Donc prenons notre exemple.
on a notre petit bonhomme, notre petit robot, il tient une règle et cette règle, il la tient parallèlement à l'horizon. Mettons par exemple qu'il soit face à la mer, hein, avec ses petits yeux verts, il peut voir la mer et en face de lui et il aligne sa règle avec l'horizon. Et suspendu à sa règle, il y a un fil et au bout duquel est accroché quelque chose de lourd, par exemple un fil à plomb, typiquement ce qu'on utiliserait pour aller à la pêche. Et donc ça c'est le protocole. Et donc qu'est-ce qu'il fait comme observation? Qu'est-ce qui l'intéresse comme observation? C'est d'observer la mesure de l'angle qu'il y a entre le fil et la règle. Donc il pourrait le mesurer avec un rapporteur ou avec une équerre pour voir si c'est plus grand, plus petit que 90 degrés, etc. Donc, il va mesurer cet angle. Qu'est-ce qu'on s'attend suivant dans les deux cas? Donc, rappelez-vous que aussi, hein, dans les situations de niveau 3, c'est-à-dire quand le niveau 1, je redis, c'est les systèmes formels, le niveau 2, c'est les sciences qui sont complètement formalisées, qui sont complètement modélisées, et dans les sciences de niveau 3, on compare deux hypothèses. Donc ici, on ne va pas dire une des deux, c'est la vérité. On va dire celle-ci, elle est plus crédible que celle-là. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc on va comparer, on va obtenir, le but de cette expérience, c'est de comparer nos deux hypothèses. Donc, comment on va faire? On va faire l'expérience qu'on a fait du fil à plomb, mais on va la faire en différents endroits de la planète. Si on est sur une planète qui est ronde, sphérique, globalement sphérique, tous les fils à plomb vont être perpendiculaires à l'horizontale, puisque c'est la figure de gauche. Comme la planète elle est sphérique, et ben le bas est toujours, le centre de gravité, il est toujours juste vers le bas, c'est-à-dire perpendiculairement à l'horizon. Par contre, si vous êtes sur une planète qui est plate, ici sur le dessin de droite, hein, on a dessiné de profil une planète qui est plate, donc le centre de gravité, il est en dessous du petit robot de droite. Donc lui, le petit robot de droite, il n'a pas la capacité dans son expérience de savoir s'il est sur une planète qui est plutôt sphérique ou plutôt plate. La seule chose qu'il sait avec son expérience du fil à plomb, c'est que lui, il est au-dessus, il est à l'aplomb du centre de gravité. Par contre, s'il peut communiquer avec le petit robot de gauche, lui, il a un angle qui s'est formé entre son fil, il part légèrement sur sa gauche. Il va pas perpendiculairement à la règle qu'il a. Et donc, il a l'impression que, en fait, le centre de gravité de la planète, il n'est pas sous ses pieds, il est un peu décalé sur sa gauche. Bien sûr, la planète, elle peut être très grande, et le petit bonhomme qui est à droite, sur la planète plate, s'il peut communiquer avec celui de gauche, il a besoin que celui de gauche lui donne des informations correctes. Sinon, il sera condamné, avec le biais de l'observateur isolé statique, il sera condamné à ne pas savoir quelle est la forme de la planète sur laquelle il habite. Puisque si on lui donne des informations erronées, eh ben, il n'aura pas accès à l'expérience faite à un autre endroit. Donc ça, on voit ici hein, que c'est une expérience qui, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle puisse donner une conclusion intéressante, cette expérience, elle doit être faite à différents endroits. Et on voit que c'est relativement coûteux pour le petit bonhomme d'avoir à se déplacer. S'il pouvait se déplacer et aller à l'autre endroit, il pourrait avoir toutes les données de l'expérience. Et donc, si on a une forme d'honnêteté intellectuelle, si les robots ils communiquent entre eux leurs données, ils vont pouvoir déduire de cette expérience que la forme de la Terre, elle est plutôt sphérique que plate. Alors,
On voit hein, que bon, dans la réalité, c'est que la forme de la sphère, la forme de la Terre, elle n'est pas exactement sphérique, hein, elle est légèrement aplatie au pôle. Et on voit bien que l'expérience qu'on fait ici, elle ne permettra pas d'avoir cette précision que c'est aplati au pôle, déjà parce qu'il n'y a pas grand monde qui habite au pôle, donc on n'aura pas d'informations exactement au pôle, et aussi parce que comme c'est un tout petit peu et que peut-être que notre règle elle n'est pas très précise, que notre fil il n'est pas très droit et que notre rapporteur il n'est pas très très précis, on ne verra pas apparaître ces petites variations. Donc ici, la conclusion c'est pas que la Terre est sphérique, c'est que l'hypothèse comme quoi la Terre est sphérique, elle est confirmée, elle est plus sûre que l'hypothèse que la Terre est plate. En tout cas, l'hypothèse que la Terre est plate, elle est rejetée par cette expérience. Ok, on va faire une petite pause avant d'entamer une deuxième partie.